Allora, buongiorno a tutti. Nous nous retrouvons pour un scontro littéraire sous l'égide du professeur Jacques Thiers. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Monsieur Thiers, comme toujours, et Monsieur François-Xavier Renucci, qui va nous relater, nous parler du dernier ouvrage qu'il a en quelque sorte coécrit avec Monsieur Marie-Jean Vinciguer. Il s'agit d'un entretien réalisé auprès de la figure littéraire qu'est Marie-Jean Vinciguer pendant plusieurs années. Et donc, il va nous parler de cette relation et puis de cette relation, comment est né ce livre et cette œuvre. Bonjour et merci. Bonjour et merci beaucoup à vous. Alors évidemment, je remercie infiniment Jacques Thiers, Dario Benedetti, le CCU, l'Université de Corse pour l'invitation, pour m'accueillir ainsi aussi gentiment. Et donc c'est toujours important, on y reviendra peut-être quand on discutera, que le livre vive après qu'ils aient été produits, que les objets deviennent un peu autre chose que ces objets-là. Voilà, donc des pierres vives, comme disent certains. Alors, l'exercice n'est pas facile. Là, je suis tout seul à la table et ça ne me plaît pas, en fait, mais je préfère quand on est à plusieurs et qu'on discute. Mais je vais vite trouver comment présenter cet ouvrage. Je vais le faire en me présentant d'abord. Voilà. Donc, j'ai fait ma scolarité à Ajaccio et tous les week-ends, j'allais à la librairie La Marge. Voilà. Et avec l'argent de poche que me donnaient mes parents, j'achetais un livre ou deux et dans les effluves du tabac de Jean-Jacques Colonnadis, qui tenait la librairie à ce moment-là. C'était un réel plaisir et ça a été mon premier vrai contact avec la littérature corse. Alors vous imaginez mon plaisir maintenant, aujourd'hui, dans ce lieu, de participer à son élaboration, à sa fabrication et de faire partie du jeu. Voilà, donc c'est ce qui m'a toujours motivé, faire partie de la photo avec tout le monde. Voilà, quelque chose de collectif. Donc ça c'est important, c'est juste pour vous dire que c'est né dans des lieux et c'est important qu'il y ait des lieux où on puisse prendre le temps et où on puisse porter attention au travail qui a été effectué. Voilà, ça c'est en introduction, pour dire mon plaisir. Et donc j'ai toujours été attentif à ce qui se faisait et évidemment j'ai conçu à partir de cette époque-là une admiration terrible pour les écrivains, pour leur travail, que j'ai nuancé plus tard, parce que j'en ai fréquenté. Et donc, ils sont évidemment ni plus ni moins complexes que chacun d'entre nous. Et donc, lorsque j'ai approfondi cette connaissance de certains écrivains corses, je me suis dit que ce qu'il nous manquait dans la littérature corse, c'était une connaissance un peu intime, un peu profonde des parcours. Voilà, ce qui se cachait derrière les ouvrages avant qu'ils soient publiés, d'où sortaient ces histoires, d'où sortaient ces formes diverses et variées. Et plus particulièrement dans le cas de Marie-Jean Vinciguer, donc qui a produit depuis une soixantaine d'années des œuvres très 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 différentes les unes des autres. Dans des genres, il a publié à peu près dans toutes les maisons d'édition de Corse. Il a écrit des petites pièces de théâtre, plutôt comiques, plutôt tragiques, qui mélangent les langues, qui utilisent des personnages corses et non corses, des ouvrages plutôt à teneur autobiographique, des romans, mais aussi des essais, beaucoup de critiques littéraires et beaucoup de poèmes. Essentiellement, Marie-Jean Vinciguer est un poète, selon moi, et c'est sa parole poétique qui irrigue et qui nourrit l'ensemble des autres œuvres, l'ensemble des autres genres qu'il a pu travailler. Voilà. On était en 2014, et donc ça faisait un petit moment déjà qu'on avait noué une relation amicale, née d'abord d'une amitié, enfin d'un intérêt littéraire pour son travail. Et donc j'étais chez lui à Bastia, boulevard Giraud,
Et donc, on en parlait un petit peu avant. J'avais ça en tête, mais je n'avais pas encore pris la décision. Et puis, à la fin de la discussion, il m'a semblé tout à fait urgent, tout d'un coup, de lui faire la proposition d'avoir des entretiens avec lui pour parler et de sa vie et de son œuvre. Voilà. Il a accepté parce que on pourra en reparler. Pour moi, un des buts de ce livre, c'était d'essayer de creuser aussi ce qu'était un caractère, la singularité d'un caractère humain. Et il y a chez Marie-Jean Inchiguer un certain plaisir quand même, hein, qui est certainement universel chez chacun d'entre nous, à être l'objet d'une certaine attention. Voilà, quand quelqu'un vous demande mais d'où viens-tu, mais qu'est-ce qui s'est passé, ta vie m'intéresse. Voilà. Donc il a accepté avec plaisir la proposition d'avoir des entretiens avec moi. Fin 2014 et jusqu'en 2015, on s'est vu plusieurs fois, on s'est vu plusieurs heures. J'ai tout enregistré et j'avais prévu un certain nombre de thématiques. Le premier entretien, des 5, est le plus long. Et il essaie de traverser sa vie, traverser son parcours donc, biographique. Ensuite, les autres entretiens sont un peu plus thématiques. Donc ça va être un entretien plutôt sur l'œuvre elle-même, comment il a écrit ses différents ouvrages. Un autre entretien sur son regard sur la littérature corse et d'autres arts. Et 2 autres entretiens un petit peu particuliers. L'un qui revient sur son expérience maçonnique, donc dans la franc-maçonnerie. Ça m'intéressait énormément parce qu'on en a des échos dans certains de ses ouvrages. Et puis, enfin, un autre entretien que je voulais mener avec lui en nous promenant dans sa bibliothèque, voilà, qui est une bibliothèque vertigineuse, dont je n'ai vu qu'une petite partie, hein, parce que beaucoup de livres sont à la cave, il le dit à un moment donné dans l'entretien, ou dans sa maison à Ghisogne. Donc là, on était dans la bibliothèque de l'appartement principal. Et voilà, donc évidemment, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que cet ouvrage n'est pas du tout une biographie autorisée, non autorisée, complète de Marie-Jean Inchiguer. C'était pas le but. Ce n'est pas non plus une étude de son œuvre, comme on pourrait le faire ici à travers de la recherche universitaire. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir une rencontre et d'avoir une parole vivante, avec un écrivain qui, dès 2014, enfin en 2014 déjà, commençait à souffrir de la maladie de Parkinson. Et je pense que l'évolution aussi de la maladie a joué un rôle dans la teneur et dans la façon dont nos entretiens se sont déroulés. Ce qui explique à la fin de l'ouvrage la publication d'un texte qu'il a écrit après nos entretiens et pendant le temps de la mise en forme et de la réécriture des entretiens, qui s'appelle Journal interrompu, c'est ça, Portrait d'une salope, qui est le titre choisi par Marie-Jean Inchiguer pour parler justement de cette maladie. Et donc, quand on lit les entretiens, et puis quand on lit le texte du journal, on voit revenir un certain nombre de motifs, on voit les obsessions qui sont tout d'un coup mises en forme, dans une forme particulière qui est celle du journal, et que Marie-Jean n'avait pas encore utilisée de façon littéraire. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de prendre quand même la suite d'un des chemins que l'œuvre de Marie-Jean Inchiguer avait emprunté depuis quelques années, c'est-à-dire une veine autobiographique. Et avec l'idée que dans la littérature corse, c'était quand même quelque chose d'assez peu travaillé, d'un point de vue littéraire, comme à l'origine donc d'ouvrages véritablement littéraires. Voilà. Donc ça donne un buisson de parole. Alors, ce qui m'intéressait, il a été critiqué à un moment donné, il en fait part à un moment donné dans les entretiens, par des lecteurs lorsqu'il a publié un ouvrage clairement autobiographique qui s'appelle, voilà, le nom va m'échapper, Bastion sous le vent. Bonjour. Et donc dans Bastion sous le vent,
il brosse déjà un portrait de sa mère qui est parfois très critique. Mère très, très envahissante, parfois tyrannique, parfois donc qui a pu poser de gros problèmes en transmettant une éducation extrêmement puritaine. On ne parle pas des choses, des sentiments et encore moins de la sexualité. Et évidemment, tout cela est tabou. Tout cela est d'où la libération qu'a pu représenter le départ à Paris et surtout la libération qu'a représenté le départ en Thaïlande, à Bangkok, lorsqu'il a commencé sa carrière dans le milieu des ambassades. Et donc je me suis dit, c'est intéressant d'essayer de creuser quand même ce regard-là sur ses parents, parce qu'il parlait quand même un petit peu moins de son père. Et donc au fur et à mesure des entretiens, j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, on a affaire à un cas singulier d'un couple de Corses qui n'a qu'un enfant très tardivement et qui l'élève en le programmant pour être le meilleur. Il fallait être le meilleur. Donc une grosse pression éducative, de grosses attentes. Et Marie-Jean semble non pas s'en libérer, parce que bon, la vie a fait son travail, mais en parler avec une grande distance dans ces entretiens, en disant que c'était quand même dommage de ne pas pouvoir être un petit peu, par moment, le cancre. D'être condamné à cette espèce d'excellence qui a gouverné beaucoup de générations par le passé, en fait. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de nos entretiens, moi, ce qui m'a intéressé, c'était les retours, c'était ce qu'on appelle en peinture les repentirs. J'ai dit ça, mais en fait, je voudrais revenir dessus. Je suis allé trop loin. Du jour au lendemain, donc à la fin du premier jour, le lendemain, on s'est revus. Et là, il m'a dit, ah, écoute, j'ai parlé de ma mère hier. Il faudrait que je te dise quelque chose quand même. J'ai retrouvé certains de ses carnets. C'était plus intéressant que ce que j'en ai dit lorsqu'elle parlait de peinture, parce qu'elle peignait, parce qu'elle écrivait, parce qu'en fait, elle était une artiste. Et donc, assez volubile, assez expressive, assez romantique, en fait, sentimentale. Et donc Marie-Jean revient là-dessus en disant, bon, donc je suis allé trop loin. Il fallait que je nuance. Voilà. Je ne sais pas si je peux, mais je vais vous lire un petit passage parce que je voudrais faire entendre la voix de Marie-Jean, justement sur cette question du tabou. Donc je lui pose une question. Dans les années 2000, tu commences à écrire des récits autobiographiques. C'est nouveau. Dans La veuve de l'écrivain, l'auteur se dissimule à peine sous les masques d'un roman d'apprentissage. Tu as alors 73 ans. Marie-Jean Incheguer est née en 1931, en décembre 31. Une personne âgée, tout d'un coup, se met à révéler l'intime, les déchirements de la jeunesse. Est-ce que tu as conscience de briser des tabous, de jouer à l'hérétique en mettant ton cœur à nu? En allant à l'encontre du modèle parental, en parlant de ce qui doit être tu, as-tu conscience de faire quelque chose qui pourrait paraître scandaleux? Réponse. J'ai pensé qu'il fallait surmonter les interdits, faire tomber les tabous, apparemment profaner le sacré. J'insiste sur le verbe, apparemment profaner le sacré. Il s'agit de bien déterminer le territoire du sacré. Rousseau, dans les Confessions, dit vouloir se présenter à Dieu le jour du jugement avec son livre. Voilà ce que je suis. L'évocation de ces années d'enfance sous la tutelle morale de la mère, l'évocation de la mère en général et particulièrement pour les Corses, c'est un acte de piété. Donc je le reprends, dans Bastion sur le vent, oui. Il me répond, évocation de rapports complexes entre mère et fils. Finalement, c'est une mère qui, même stigmatisée, est adorée. Ce qui n'est pas d'un très grand confort pour l'auteur. Je me suis repris ce matin en disant que j'avais été trop sévère à son endroit. Mais j'ai eu ce repentir et en y regardant de plus près dans ses cahiers où elle notait avec l'architecture de ses cours ses jugements esthétiques, j'ai découvert ses fulgurantes appréciations sur Cézanne et des impressionnistes. Mes critiques portent davantage sur les effets d'une éducation trop marquée par les tabous et les préjugés d'une époque. J'ai plus tard imaginé une Agatha Christie, et donc on voit là l'importance pour un roman sur une figure donc, de la littérature anglaise qui finalement est profondément liée au personnage de la mère, ou à un anti-modèle de la mère, qui loin d'étouffer sous les corsets d'une morale victorienne, s'accomplit en renonçant pratiquement à tout, même à l'amour, pour disparaître dans cette immense œuvre d'écrivain.
qui a bouffé sa vie. Le dernier mot que je dirais sur ma mère, c'est que finalement, avec ses dons, elle aurait pu s'accomplir davantage au théâtre, dans la peinture, dans la littérature. Elle s'est accomplie malgré ses défauts comme mère et épouse. Il ne peut s'agir en aucun cas d'un règlement de compte. J'ai été très touché par une remarque d'un de ses anciens élèves à la bibliothèque patrimoniale de Bastia, lors de la présentation de Bastion sous le vent. « Marie-Jean, vous êtes un peu sévère. J'ai connu votre mère comme professeure, elle était toute humanité. » Il me reprochait d'avoir écorné l'image que l'on a en Corse de la mère, l'image sacrée de la Mater Dolorosa. J'ai eu beaucoup de réactions sur ce livre, il a fallu attendre le mariage pour commencer à m'émanciper. Pour chaque jugement porté sur une œuvre, un tableau, une façon d'être, de vivre ou de se comporter, je commençais par, comme disait ma mère disait, Hélène, l'épouse de Marie-Jean, m'a fait prendre conscience que j'étais vraiment écrasé par sa personnalité, hanté. C'était donc un acte de libération. Il est certain qu'un acte de libération, ça ne peut pas se faire en douceur. Voilà. Donc je voulais vous lire ce passage qui est la fin du tout premier entretien, donc sur la vie. Donc, et on se rend bien compte que même avec la distance du temps et de la critique et du regard et de l'expérience, l'entretien qu'on a eu tous les deux sur sa vie se termine avec l'évocation de sa mère. Donc il faut savoir que la mère donc de Marie-Jean Unchiguer a écrit un roman sous un pseudonyme qui était le pseudonyme de Marie-Jean, et qu'elle a donné donc le prénom de son nom d'écrivain d'une certaine façon. Donc il y avait là aussi une espèce à la fois de programmation et d'empêchement. C'est ça ce sur quoi je voulais insister. Marie-Jean insiste sur le fait que ses parents lui ont donné des voix, des capacités, des compétences, des qualités, et tout en, des fois de façon très consciente et très volontaire ou de façon inconsciente, tout en l'empêchant d'utiliser ses qualités, ses compétences. Il y a une espèce de tension gigantesque. Professeur d'italien et d'allemand, son père lui interdisant de lire les auteurs. La littérature italienne à la fois comme une espèce de sommet indépassable, et en même temps, attention, l'Italie avec tout un préjugé courant à cette époque-là, évidemment, avec la présence des Italiens en Corse pour diverses raisons qu'on connaît. Et donc, ça explique que Marie-Jean soit quand même devenue à un moment donné professeur d'italien et eu un rapport très important avec l'Italie, notamment à Parme, où il va avoir une histoire d'amour très compliquée, très complexe, avec une femme mariée qui raconte, qu'il a mis en scène dans son roman La veuve de l'écrivain, la femme d'un écrivain italien, Ugo Betti, homme de théâtre. Et donc, ce qui était intéressant au fur et à mesure des entretiens, c'est ça, c'est d'à la fois creuser l'intime, mais pas pour creuser l'intime, mais pour le révéler, pour dire voilà les secrets ou des choses comme ça. C'était pas de ça du tout qui nous intéressait, mais c'était pour essayer de comprendre le pourquoi de tel ou tel livre. D'où sort Agatha Christie, d'où sort La veuve de l'écrivain, d'où sortent les poèmes de Hassiam, le premier recueil de poésie publié par Marie-Jean en 1965 à Bangkok. Quand on regarde, alors évidemment après on y reviendra sur la question de l'accès au texte. Là j'ai un projet mais qui restera pour l'instant dans les tiroirs d'anthologie des textes de Marie-Jean. Mais il y a la question de l'accès. Ou lire les poèmes thaïlandais, entre guillemets, de Marie-Jean Unchiguer. Bon, c'est compliqué. Et quand on les lit, on voit une poésie d'une sensualité extraordinaire, qui est en opposition complète avec le puritanisme de l'éducation corse, méditerranéenne, insulaire, qui a été la sienne. Et donc une découverte donc, du corps, une découverte de la beauté naturelle, du rapport naturel au corps et à l'amour. Et donc voilà. Donc quand on prend connaissance, si vous prenez connaissance de cet ouvrage, ou si vous l'avez déjà fait, j'espère que, parce que j'ai eu une critique négative sur ce point-là, que ce ne sera pas pris avec une sorte de complaisance pour dévoiler l'intimité de quelqu'un, révéler les choses. Non, il me semble que c'est... enfin, en tout cas, c'était notre but, c'était de donner... de documenter
une vie singulière, mais évidemment qui va croiser beaucoup d'expériences parmi les gens de cette génération, et peut-être d'autres. Voilà. Voilà, donc là je voulais insister sur cette question de l'intime. Un autre aspect qui m'a passionné dans les entretiens, c'est j'avais mes idées sur l'auteur. Je me faisais mes propres idées sur ce que je connaissais de ses livres et puis des documents qu'il m'avait fournis pour préparer les entretiens. Et je me trompe. Et ça ne pose aucun problème de dire que je m'étais trompé, que je me faisais telle ou telle idée. Et notamment sur un document qu'il m'a envoyé. Alors m'a-t-il dit, je crois par erreur. Je ne crois pas. En tout cas, c'est un des jeux du hasard, qui est un document qui peut paraître complètement anecdotique, mais par lequel j'ai voulu commencer l'entretien, et donc l'ouvrage, qui est une attestation signée du 1er juillet 1945. Donc Marie-Jean a 14 ans, 13 ans, 14 ans. Oui, c'est ça. Et donc je vous lis le document, comme ça vous voyez de quoi je parle. Je sous-signé Mario Titoma, propriétaire, domicilié et demeurant à Olmo di Casaconi, canton de Campile, président du syndicat agricole de la commune d'Olmo, inscrit au Parti communiste, affirme que le jeune Vinciguerra Marie-Jean, à peine âgé de 11 ans, élève de 5e au lycée de Bastia, réfugié à Olmo du mois de juillet 1943 à fin décembre de la même année, avec son père et sa mère. Tous deux professeurs au lycée de Bastia, interrogés chez moi, en ma présence, dans ma buvette, par une patrouille allemande, dans les premiers jours de septembre 1943, pour savoir s'il y avait des francs-tireurs dans le village, a répondu crânement qu'il n'y en avait aucun. Alors qu'il savait pertinemment qu'il y en avait, puisqu'il les voyait déposer chaque jour leurs mitraillettes dans l'aqueduc d'arrosage, qui traverse la route communale et qui surplombe la maison de ses parents, en copropriété avec M. Vinciguerra César, chef de la résistance dans la commune. Fait à Olmo le 1er juillet 1945. Voilà. Donc je reçois ce document, vous imaginez mon plaisir, puisque j'ai considéré cette attestation, qui n'est pas de la main de Marie-Jean évidemment, comme une œuvre de Marie-Jean. Et comme une œuvre littéraire, puissamment littéraire, capable de bouger notre imaginaire. Et donc j'ai fantasmé sur ce document, et puis Marie-Jean m'a expliqué qu'en fait... alors moi, ce que j'y vois, bien évidemment, c'est ce que je lui dis. C'est une attestation qui vient, en quelque sorte, faire entrer un être humain sur la scène publique, sur la scène du monde. Voilà. Il y a les adultes qui viennent dire ce jeune garçon, ça y est, il est là, il a pris sa place, hein, il a répondu à l'ennemi crânement, acte de résistance. En fait, cette attestation, Marie-Jean l'explique juste après, a été... alors, il n'explique pas précisément qui l'a réclamé, de quelle façon, mais en tout cas a servi à dédouaner son père de l'accusation de collaboration. Son père a été révoqué de l'administration, de l'éducation, après des rumeurs et des accusations de collaboration. Et ensuite, il a, suite à cette attestation et diverses procédures, été réintégré et lavé de tout soupçon. Donc, en fait, le drame du fils, ou du moins, était aussi le drame du père. Et père très laconique qui ne disait jamais rien, qui toujours parlait par aphorismes, proverbes, sentences, l'homme du silence, contrairement à la mère, volubile, etc., etc. Et donc, avec ce document, les parents sont cités, hein, où vivent son père et sa mère, tous deux professeurs, etc. Il y avait quand même cette figure tutélaire des parents. Et on voit que ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. On voit qu'on a un enfant ou une personne qui, plus ou moins, à différentes périodes de sa vie, va être instrumentalisé, va être utilisé comme faire valoir, comme l'étoile qu'il faut révérer, etc. Donc, et subir les contre-coups de cette utilisation, de la vision que les parents projettent sur leur enfant
et qui oblige l'enfant à subir parfois des humiliations. Voilà. Et voilà. Donc je voulais vous lire ce document. Il y a un autre aspect qui n'est pas présent dans le document, mais qui renvoie à cette même scène de cette fameuse parole. Alors évidemment, on connaît tout ça dans nos familles ou dans notre passé personnel ou familial, parental, toutes ces légendes en fait, hein, parce que ça s'apparente à une légende en fait. Il y a quelque chose de mythologique là. Je suppose que je ne sais pas quelle est la part de faux, hein, la part de façonner, hein, de fictionnaliser dans cette scène, mais c'est une scène qu'il évoque dans Bastion sous le vent et dans d'autres petits textes, qui est donc importante pour lui, parce qu'en fait, son père lui avait appris des rudiments d'allemand, et donc il a répondu en allemand. Et il a répondu, notamment pour expliquer, puisque c'était lui à la place des parents, et notamment à la place du père, Mein Vater ist krank. Donc, moi, je ne connais pas l'allemand, mais je sais que ça veut dire « mon père est malade ». Voilà. Donc, la première parole d'homme, d'une certaine façon, et d'opposition, de résistance, où il faut avoir sa voix, il faut s'imposer d'une certaine façon, c'est dans une langue étrangère. L'allemand, en l'occurrence, en plus la langue de l'ennemi. Donc, et ça, c'est intéressant par rapport à toutes les relations diverses et variées que Marie-Jean Hunziker a pu avoir avec les différentes langues avec lesquelles il a eu affaire, que ce soit le corse, le français, l'italien et donc l'allemand. Ça expliquera aussi, à un moment donné, dans son œuvre, hein, ce rapport à l'allemand qui lui vient de son père, la traduction d'un poème de Hölderlin, l'idylle à Pascal Paoli, Émilie et la veille de ses noces, je crois que ça s'appelle comme ça, que Marie-Jean donc traduite et publiée chez Materia Scritta, il me semble, et présentée surtout. Voilà. Et présentée. Voilà. Donc l'intime pour dire une œuvre. Voilà. Et alors, je ne veux pas être trop long non plus, hein, c'est pas, mais ouais, je voulais vous évoquer ceci qui est très important. Alors on ne pourra pas le voir là parce que je n'avais pas du tout évoqué la possibilité, donc, mais c'est pas gravissime. Il se trouve que par rapport à l'ensemble des arts, Marie-Jean Hunziker n'a pas développé forcément toujours le même type de rapport. Par exemple, il évoque très peu la musique. Pas du tout d'oreille, l'oreille musicale. C'est pas son épouse est musicienne, pianiste, mais pas lui. Par contre, ce qui est très important pour lui, c'est la peinture. Et donc, il a écrit différents textes autour de peintres insulaires, etc. Mais il y a un peintre qui l'a fasciné et qui a eu une importance considérable. C'est quand la première fois à Arezzo, il voit les fresques de Piero della Francesca, toute une fresque qui occupe toute une chapelle qui s'appelle la légende de la vraie croix, et qui raconte avec des morceaux qu'on trouve dans l'ouvrage de Jacques de Voragine, le nom m'échappe, là, qui est consacré à toute l'histoire des saints, la légende dorée, voilà, qui raconte l'histoire du bois dont on va faire la croix où sera crucifié le Christ. Donc ce bois qui viendrait depuis Adam en fait, hein, parce que on aurait, voilà, après à la mort d'Adam, pu planter la graine d'un arbre. C'est ce bois-là qui va se retrouver chez la reine de Saba, le roi Salomon. Enfin bon, je vous passe tous les détails, c'est pas le but du jeu, mais Marie-Jean entre dans cette église, voit ces fresques et voici ce qu'il raconte, quoi. Le fait de voir ces fresques et de ressentir une si forte émotion, est-ce que ça te permet de sortir de ta crise ? Ça, c'est un voyage en Italie qui intervient après les années à Paris, les années au lycée Louis le Grand, donc classe préparatoire, grosse pression scolaire, grosses difficultés, et cette présence-là à Paris, loin des parents, et donc
la recherche notamment une tentative de psychanalyse avortée. Donc Marie-Jean se retrouve, comme très souvent à l'adolescence ou au début de notre jeune âge, dans une crise morale. Et puis, il y a la découverte de l'Italie et la forte impression donc, que lui fait l'Italie et les arts italiens, et notamment donc, la peinture de la Francesca, comme il dit. C'est là que j'ai trouvé la première réponse à mes questionnements angoissés. Oui, dans les moments difficiles, je me tourne vers les fresques de la Francesca. Ce peintre roi, Pictor Rex, et théologien, est le seul peintre à ma connaissance qui peut faire ressentir ce qu'est l'absolu. Malraux a dit dans Les Voix du silence quelque chose comme « Je restitue sa pensée dans l'esprit, sinon dans la forme. La Francesca, je ne peux pas en parler. C'est trop difficile. C'est indicible. » Oui, le silence s'impose. Les mots, c'est du temps. Avec Piero della Francesca, nous sommes dans l'éternité. Le fébrile Malraux reste muet devant les fresques de la Francesca. Il n'y a rien de plus vivant que la Francesca. Je retourne à cette source chaque fois que j'ai besoin de me rassurer. Je sais que là, en ce lieu de lumière, Dieu est présent. Alors moi, je le questionne un petit peu. Est-ce que tu as des souvenirs très précis? Parce que j'ai toujours peur qu'en fait, que le discours prenne le pas, vous voyez, sur l'évocation. Et la reformulation sur la sensation. Donc, je vais essayer de prendre des biais. Est-ce que tu as des souvenirs très précis? Tu rentres dans l'église, tu es seul? Seul. Je veux dire, il y a du monde? Non, du moins autant que je me souvienne. Peut-être, n'étais-je pas seul? J'y suis retourné à plusieurs reprises, parfois déçu de trouver l'église fermée ou les fresques cachées par des toiles parce qu'on les restaurait. Je suis habité par ces représentations. C'est une expérience qui relève davantage de la mystique que de l'esthétique. Voilà. Donc, ça me semble important, du moins dans le travail qu'on a fait ensemble, pour essayer de comprendre une des caractéristiques de son écriture, puisque vous avez vu, hein, les mots, c'est du temps, et là, on est dans l'éternité. Et donc, ce jeu entre l'écoulement du temps et puis cette recherche d'un contact éphémère avec l'éternité, il traverse tout son travail littéraire. Et très souvent, Marie-Jean, c'est pas un homme de la narration qui va développer, dérouler, redévelopper, etc. C'est plutôt un homme de la condensation qui va essayer de trouver la formulation. Donc, tout son travail pendant ces dizaines d'années, ça va être des fois de reprendre les mêmes textes et puis de les reformuler pour essayer de trouver la meilleure forme, la formule. Ça lui vient peut-être aussi de son père et de ce goût justement pour les sentences, pour les aphorismes. La parole définitive, qui ferait comme ça accéder, comme une peinture, à une sensation d'éternité. Et donc, voilà, moi, je ne suis pas exactement dans la même relation esthétique à la peinture ou des choses comme ça. Et donc, moi, ça m'intéressait qu'on se confronte sur les différentes modalités d'accès aux arts. Voilà, ça, c'était un autre point. Après, il y a eu un autre... je voulais absolument l'interroger, et là, je suis obligé de dire que... alors, là, je fais une petite parenthèse pour comprendre ce que je vais vous dire. Donc, on a fait les entretiens pendant un certain nombre d'heures. J'ai fait une transcription verbatim des entretiens, en respectant vraiment les silences, les répétitions. Et puis, pendant plusieurs années, ça nous a pris un peu de temps, donc Marie-Jean a réécrit. Hein, il a réécrit dans le bon sens. En complétant nos propos, lorsque des fois on est allé un petit peu trop vite et puis tout d'un coup quelque chose lui revenait en tête et donc il dit je vais rajouter. Et là aussi de façon tout à fait utile, en rendant lisible ce qui n'était que audible. Voilà. Dans une conversation comme on l'a aujourd'hui, si on devait... Enfin, c'est pas encore une conversation, mais... Si on devait transcrire tout ce que je viens de dire, ce serait quasi illisible, voilà, même si je fais des efforts pour formuler des phrases à peu près complètes, sur le papier. Donc il a réécrit, et comme je le disais un peu auparavant, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que parfois il a réécrit mes propres questions. Hein, donc il m'a rajouté quelques questions. Il devait se dire, là quand même, il a été un petit peu faible, on va le rehausser dans son vocabulaire ou dans la précision de ses propos. Et donc, il y a eu aussi de la censure, de l'autocensure, d'une certaine façon. Puisqu'évidemment, il
y a certaines choses qu'on dit en passant, voilà, et qui, gravées dans le marbre du livre, feraient mauvais effet, ne seraient pas bien compris. Voilà. Donc, alors, là où je voulais l'interroger, parce que comme il a eu une place importante avec le jury du prix du livre corse, avec la place qu'il a pu occuper, ou en politique, ou dans les mondes de l'éducation, ou dans le monde littéraire, comme une sorte de figure importante, capable de discriminer, de porter des jugements, voilà, de faire un travail typique de critique. Donc je voulais l'interroger sur son regard sur la littérature corse. On peut penser, moi je l'ai pensé, qu'il a fait dans ses réponses assaut de prudence ou de prudence excessive. Alors des fois je pousse, et si on réécoutait les entretiens, on se rendrait compte qu'il y a quand même pas mal de petites questions qui ont disparu, parce qu'elles n'étaient pas exactement celles qui lui convenaient, et donc bon, évidemment ça ne me pose pas de problème. Mais je pense que ça veut dire qu'il y a là un sujet sur lequel on pourrait ouvrir une large discussion sur les modalités, les conditions dans lesquelles on pourrait se dire en face que tel livre a quand même beaucoup de défauts, que tel autre a telle et telle qualité mais pas telle autre, etc. etc. Donc d'une discussion et d'un dialogue critique. Voilà. Là j'avoue que je pense qu'on n'y est pas arrivé dans cet ouvrage-là, et ce sera pour plus tard. Donc, par contre, il finit quand même par dire quelque chose que je voulais vous lire, et qui me semble être un élément à porter justement à son crédit pour la future constitution d'un espace littéraire corse moins frustrant que celui d'aujourd'hui. Alors. Donc je l'ai interrogé parce que vous savez que dans les années 70-80, dans les années 90, il a publié un certain nombre de très nombreux textes de critique littéraire sur des tas d'ouvrages corse ou autres, et dans Kirn, dans Corsica, etc. Donc qui, pour un grand nombre d'entre elles, de ces critiques, ont été rassemblées dans Chroniques littéraires, publiées là chez Alain Piazzo, là je crois. Et donc, je revenais là-dessus. Alors, je lui dis, tu connais l'intérêt que je porte à l'analyse de l'imaginaire corse. Que peux-tu me dire à ce sujet? Que peux-tu me dire à ce sujet? Pardon. Il y a un enjeu essentiel. On n'écrit pas un livre avec de beaux passages, mais en déployant son propre imaginaire, en le fondant, parfois même à notre insu, dans un imaginaire collectif. Donc là, c'est moi qui lui parle et qui, alors je coupe. Est-ce que tu dirais que ton expérience de critique littéraire corse est frustrante, avec toutes ces difficultés autour d'une expression littéraire corse, de son existence, son accès, son analyse? Est-ce que finalement tu n'as pas eu la tentation de te dire « je baisse les bras » ? Ah non. Donc je relance. Est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir laisser ça comme un petit canton de la littérature, en te disant « peu importe, il y a tellement d'œuvres géniales de par le monde ». Donc réponse de Marie-Jean un peu plus fouillée. Quand je suis revenu enseigner durant 2 ans à Bastia, j'ai pu avoir par moments l'impression de manquer d'air. Je me disais, il faut élargir les horizons. J'ai eu la chance d'avoir un professeur exceptionnel, Fernand Ettori. Il travaillait sur le fond corse. Mais l'enseignement de la langue et de la littérature corse n'existant pas encore, il n'a pu me révéler que les beautés de la littérature française. Le maître, finalement, celui qui a apporté, après le chanoine Letteron, une contribution majeure à la valorisation des études historiques corses, c'est lui. On apprenait Ronsard, on apprenait Racine, et Ettori rigueur, distinction, pétri de corsitude et de lettres latines. Un bel aristocrate de la pensée. Le véritable esprit critique consiste à bien distinguer le bon grain de l'ivraie. Il faut se méfier de la pensée totalitaire qui réduit le complexe à l'unique, ignorante de la nuance, péremptoire dans le jugement. Il ne faut pas être pessimiste. L'institution, avec un I majuscule, ne faisait rien pour ajouter à la formation des jeunes générations, la dimension culturelle corse. Mais la Corse n'était pas un désert. Donc là, il évoque le travail autour de la peinture corse. Donc toute affirmation catégorique est à passer au tamis de la nuance. Le suivisme pour le critique, voilà l'ennemi. En Corse comme ailleurs. Monsieur et Madame Tout-le-Monde se précipitaient pour écouter les stars de la chanson et les auteurs de livres faciles. Donc là, il évoque un certain nombre de personnes. C'est le style, une fois de plus, une manière de paraffer la création par la signature de l'homme. Alors, quid de l'institution? Des palais ont accueilli Mozart et Beethoven. Il faut l'institution, mais il faut des contre-pouvoirs.
Il y a une émission que j'aime beaucoup, c'est l'émission de Duel, qui suit celle de la Grande Librairie. C'est une émission où on oppose des points de vue. On voit s'affronter non seulement des ambitions et des intérêts, mais des esthétiques, des politiques, des points de vue différents. Le débat, ce serait un article critique sur Jérôme Ferrari, contrebattu par un article différent. Voilà, donc là j'arrête la citation. Donc c'est pour vous dire que ce qui m'intéressait aussi avec ces entretiens, c'était pas de raconter un passé uniquement et de révéler un caractère pour comprendre une œuvre, c'était aussi de voir quel était l'intérêt pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on va continuer à lire de tels propos? Est-ce que les critiques de Marie-Jean Inchiguer dans Kirn nous intéressent encore? Est-ce que sa poésie a un rôle à jouer aujourd'hui pour les jeunes générations d'écrivains insulaires, hommes, femmes, qui écrivent en français, en corse ou dans toute autre langue ou mélange de langues? Voilà, c'était ma question. Et donc, on a fait ces entretiens dans cet esprit-là pour que ce ne soit pas uniquement une archive, voilà, pour conserver quelque chose du passé, mais que ce soit, alors le mot est peut-être un peu fort, un événement, là, en opposant le document et l'événement. Voilà. J'avais trouvé ça dans un, je ne sais plus quel critique littéraire français avait présenté, c'était dans un ouvrage où il présentait la littérature française, et il disait, voilà, on pourrait regarder tous les livres de 3 façons. Document, monument, événement. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de regarder un livre comme un document, voilà, qui atteste, qui témoigne d'eux, etc. Bon. Après, la tendance, notamment des grandes littératures bien instituées comme la littérature française, c'est de transformer un certain nombre de ces livres en monuments. Voilà. Donc, objets de culte, un peu monotone et un peu solennel. Et puis, finalement, peut-être que ça serait intéressant de se dire, et si je regardais ce livre comme un événement, c'est-à-dire comme une rencontre, il se passe quelque chose, ou pas. Hein. Voilà, donc il n'y a pas eu événement, et s'il n'y a pas événement, pourquoi? Et ça, je pense que ça serait... voilà, c'est dans cet esprit qu'on a fait ce livre-là. D'où le titre, alors je vais finir ma présentation comme ça, hein, d'où le titre « Un buisson de parole », qui renvoie à un événement considérable qui a été peint et même filmé de très nombreuses fois. Et il s'agit du buisson ardent par lequel donc Dieu confie à Moïse la mission de sauver son peuple. Donc, pour rester dans l'émission un peu accablante. donc le buisson parle. Et en fait, un buisson de parole, c'est une expression que Marie-Jean utilise assez régulièrement dans sa poésie. Donc, je l'ai récupéré de sa poésie, mais il y a un tableau que j'adore à Aix-en-Provence, où j'habite, et qui est le buisson ardent, un triptyque qui a été peint au XVe siècle par Nicolas Froment, et qu'on peut voir gratuitement dans la cathédrale Saint-Sauveur, et où on voit un vieil homme. On voit un vieil homme au premier plan qui est assis et qui enlève une de ses chaussures, tout en mettant le bras comme ça pour se protéger de la vision terrible à laquelle il a accès, à savoir cette espèce de buisson gigantesque. Alors sur le tableau, le buisson non seulement brûle, vous savez, c'est le fameux buisson qui brûle sans se consumer, c'est ce miracle, mais en plus il y a une femme qui est posée sur ce buisson, magnifique, dans son drapé, etc., et qui porte un petit enfant. Et donc on a ce vieil homme qui regarde ce petit enfant, et le petit enfant porte un petit miroir dans lequel on voit le portrait de sa propre mère et de lui-même. Donc, et la maman est magnifique, et le bébé tout autant. Et voilà, donc évidemment, là je vous fais une description tout à fait partielle de ce tableau, en évitant soigneusement de dire que c'est Moïse qui a la Vierge Marie avec Jésus. Hein, parce que vous reconnaîtrez Marie-Jean, sa maman et son enfance. Hein. Donc ce qui me semblait intéressant, c'était d'essayer de proposer un pendant pictural, finalement mon pendant à moi, après celui de Piero della Francesca, à ce que j'avais cru comprendre de Marie-Jean et de son travail. Voilà, je termine comme ça, mais évidemment, c'est pas fini. Hein, j'espère bien qu'on puisse discuter et se poser un certain nombre de questions sur tous les sujets que j'ai pu essayer d'aborder. Oui, alors merci infiniment.
Il y a tellement de choses à dire. D'abord, des remerciements, évidemment, parce que c'est un travail que personnellement j'ai trouvé exceptionnel. Et nous sommes assez peu coutumiers de ce type de lecture chez nous. Hein. Vraiment, je crois que c'est peut-être, non pas, je n'oserais pas dire la première fois, mais enfin c'est un ouvrage qui se manifeste par sa singularité, puisqu'il va chercher, puis il est composé, il a été provoqué par une personne qui, vis-à-vis de Marie-Jean, on en a eu la preuve dans l'exposé qui a été fait, une personne qui est pleine d'admiration vis-à-vis de Marie-Jean, et qui pourtant le critique, le taquine, approfondit la recherche en piquant, voilà, en grattant par où ça chatouille, comme dirait le proverbe. Alors voilà, moi je voudrais quand même dire, avant de vous donner la parole, je voudrais revenir sur l'allusion à la peinture. Le plaisir, le goût, la passion pour la peinture de Marie-Jean Michiguer me rappelle une anecdote de ma scolarité au lycée de Bastia. La première fois que j'ai vu Marie-Jean Michiguer, c'était à l'issue d'une exposition de José Lorenzi, qui était à l'époque le directeur de la section artistique du lycée de Bastia, que j'avais fréquenté longtemps, au point de me faire chasser du lycée pour pouvoir fréquenter complètement la section artistique. Donc j'étais expulsé du lycée, mais autorisé sous l'autorité de José Lorenzi à fréquenter la section artistique, car je préparais les arts déco à l'époque. Et après, j'ai dû réintégrer l'université. Alors, à ce moment-là, réintégrer la scolarité pour passer le baccalauréat. Alors, je devais être en seconde ou première, je ne sais plus. C'est la première fois que j'ai rencontré Marie-Jean Michiguer au lycée de Bastia. Et il y avait donc une exposition de José Lorenzi. Et Marie-Jean avait fait une chronique, une critique artistique, où il parlait d'un tableau de José Lorenzi qu'il qualifiait de... C'était un Christ, hein, sur la croix, qu'il qualifiait de Christ dans sa verticalité murale. Voilà. Et l'expression avait fait bondir un autre professeur qui nous appelait, qui disait « Mais vous vous rendez compte ce qu'il dit, mais ça ne veut rien dire, etc. » Voilà une anecdote qui marque bien l'originalité de Marie-Jean Michiguer dans le cercle des professeurs à l'époque. La deuxième chose que je voulais dire, que je voulais exprimer, c'est la rareté de ce travail. Enfin, je ne connais pas, concernant la littérature corse, je ne connais pas d'ouvrage qui puisse refléter ce type de conversation entre un auteur et un critique. Je n'en connais pas. Tu as exprimé, vers la conclusion, tu as exprimé ce silence qui, d'ordinaire, entoure les œuvres. On est condamné soit au rejet, soit à l'adoration. Alors on peut être disert quant à voir éloquent et prolixe pour l'adoration. Pour la critique, on se contente souvent d'une grimace ou d'un propos qui, lui, ne veut pas être publié. Alors ma question serait,
est-ce que c'est le début de toute une série de travaux à venir, ou bien est-ce que c'est exceptionnel et dû à la personnalité de l'écrivain? Alors, merci pour ces commentaires et puis ces questions. Alors, donc, je dois, pour être complet, signaler que Jacques Thiers et le CCU sont co-éditeurs du livre, et qu'il y a une préface de Jacques Thiers que je lui ai demandé et qu'il a bien voulu. Donc, ça permettra de nuancer les louanges. Non, je plaisante. Mais je me souviens d'un ouvrage qui s'appelle Tralogo e Popolo, où Vincent Stagnard s'entretient avec Renato Coty, publié chez l'Harmattan. Je ne sais plus dans quelles années. Une couverture verte, et avec des entretiens approfondis sur chacune des œuvres de Renato Coty. Où trouve-t-on maintenant ce livre? Bon, voilà, toujours l'accès. Mais, donc, pour moi, c'était un peu, pas mon modèle, mais l'idée qu'effectivement, il y avait quelque chose à dire, des fois avec l'écrivain lui-même, sur son œuvre. Il ne s'agissait pas d'un retour inutile. Voilà. Donc, par contre, la différence entre nos deux ouvrages, c'est qu'il n'y avait pas du tout de part autobiographique dans l'ouvrage entre Vincent Stagnard et Renato Coty. Donc, moi, j'aurais été intéressé justement par rapport aux différents parcours, à la carrière administrative de Renato Coty dans l'administration de l'éducation nationale, à ses années à Paris ou à ses relations avec le monde politique, le monde universitaire. Donc, mais là, c'était pas le cas. Donc, moi, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était ça n'est pas véritablement fait. Si ça peut ouvrir une série, il me semble qu'on a quand même pas mal d'écrivains intéressants qui ont un parcours très très riche, et donc ça pourrait être l'occasion. Personnellement, il n'y a rien qui est en projet de ce type-là, parce que j'aime bien me lancer dans des aventures, mais celle-ci a été compliquée parfois. Pas du tout par rapport à Marie-Jean, ce qui a toujours été adorable et parfaitement accessible, mais c'est complexe. Voilà, c'est complexe. J'ai pu écrire d'autres petites choses où on est beaucoup plus libre et c'est plus facile. Donc là, j'ai ni le temps ni l'idée pour me lancer dans une série qui serait une sorte de collection. Mais je pense qu'il faut. Chacun est libre de le faire, et on a quand même pas mal d'écrivains qui supporteraient avec profit l'exercice. Ouais. Donc voilà, je donnerai pas de nom, mais il faut, mais ce serait quand même très intéressant. Pour être très intéressant d'avoir une audiothèque de ces entretiens qu'on pourrait enregistrer et ensuite donner lieu effectivement à réécriture et à publication. Parce que, on en parlait juste avant la rencontre, moi qui ai fait les entretiens donc, avec Marie-Jean, lorsque je réécoutais, je prenais un plaisir fou à écouter le ton de la voix. Et c'est ce qu'on expliquait un peu avant, donc je le redis ici. L'écrit et l'oral ont leurs mérites et leurs limites respectives. Et ça serait bien, là, l'oral, pour le coup, il n'est pas accessible. Mais s'il y avait accord et on pourrait imaginer que de pouvoir écouter ces quelques heures d'entretien, l'écrit appauvrit l'oral. Les mots qui ont été effectivement prononcés et qui se retrouvent dans l'ouvrage sont très pauvres par rapport au ton de voix ou qui permet de faire passer des fois plusieurs émotions en même temps, au silence, aux modulations qui sont d'une extrême richesse. Par contre, évidemment, par rapport à la production orale qu'on a eue, le texte est beaucoup plus riche. Puis, comme je vous le disais, parce qu'il en a rajouté, je vous donne un seul exemple qui m'a fait rire lorsque j'ai reçu le texte de Marie-Jean, qui me disait voilà les entretiens que j'ai relus, quoi. Donc je vous lisais l'attestation, et donc je dis, je reprends l'attestation, c'est donc signé Mario Titoma.
Et puis je pose une question. Mais qui est ce César Vinciguerra? Et il répond, ce César qui se prénomme de façon aussi auguste comme son cousin César Vezzani, le célèbre ténor bassier, ils avaient la même tête, le nez rougeoyant, un peu rond. C'était lui aussi un cousin par alliance de mon père. Bon, il n'a pas dit ça dans l'entretien. Donc, à un moment donné, il s'est dit, voilà, il faut le faire. Et j'adore parce que je me dis, je vois arriver cette figure dont il ne m'avait pas parlé ce jour-là, et je vois arriver ce nez rougeoyant, un peu rond. Je me dis, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais c'est la forme qu'a pris le livre. Et donc, les deux ont leur intérêt. Donc, je rebondis sur l'idée de Jacques Thiers. Moi, je pense qu'effectivement, on pourrait, comme ça, nourrir une double collection, hein, qui serait audiothèque et bibliothèque d'entretien avec toute figure culturelle, en fait. Hein. Il ne s'agit pas uniquement d'écrivains, quoi, mais de toute figure culturelle qui a pu traverser les décennies très importantes qu'on a connues. Voilà. Se pose la question aussi de la transmission, de ce qu'on veut transmettre. Hein. On sait tous les débats qu'il y a pu avoir. Je ne sais pas si vous avez regardé l'ouvrage d'Ange Paumonti sur la littérature d'expression corse. Voilà, un ouvrage fabuleux qui arrive à tracer comme ça des parcours dans la littérature corse depuis le 19e siècle. C'est extrêmement précieux pour nous aujourd'hui de se dire, ben voilà, maintenant on a un héritage à peu près commun, présenté, et qu'on va pouvoir modifier. Voilà. Donc ça c'est extrêmement précieux. C'est dans cet esprit qu'on l'a fait. Après... oui, moi je crois qu'il faudrait faire ça. Après, moi ce qui m'intéresse, c'est tu parlais de singularité, c'est la singularité. Voilà. J'imagine pas si je devais faire le même ouvrage ou le même type d'entretien avec une autre figure culturelle qu'il ait la même forme. Voilà. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait le texte du journal. Et ça, c'est écrit en 2018, je crois. Pour vous dire le temps que ça a pris quand même. Donc 2018, voilà, jusqu'en 2019. Et je ne pensais pas que le livre aurait ce texte-là. Je ne savais pas qu'il allait l'écrire. Il m'a demandé une préface. Moi, j'aime pas trop les préfaces, donc j'ai dit une postface. Voilà. Et j'ai écrit cette postface en 2018, mais je l'ai retouchée en 2021. Et puis, il y a une petite présentation, une petite bibliographie, tout ça c'est fait au fur et à mesure. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est qu'on programme quelque chose, mais qu'ensuite, ça prenne une forme. Donc, oui, je peux dire que notre ambition, c'était quand même de faire une œuvre de littérature. Voilà. Que ce soit pas, comme je vous le disais, un document, mais que ça puisse être regardé comme un vrai travail d'écriture qui a sa forme singulière. Voilà, c'est ce que je répondrai. Merci beaucoup, parce que c'est absolument passionnant, et puis les mots sont tellement choisis, pesés, donc on boit vos paroles. Peut-être pourrions-nous revenir sur la forme du livre, puisqu'il s'agit d'un entretien, et vous avez si bien dit au départ que vous vouliez rapporter une parole vivante, la singularité d'un caractère, et vous auriez pu finalement faire des entretiens et en ressortir une biographie, quelque chose d'écrit dans une forme peut-être plus conventionnelle d'une certaine façon. Pourquoi avoir voulu garder, cristalliser un moment dans une forme qui est écrite, mais de cette façon-là et pas différemment? Alors oui, c'est... En fait, quand j'ai fait la proposition, je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais, parce que si j'avais conscience que j'étais pas forcément la bonne personne ou à la hauteur, parce que je connaissais ces livres, je les avais lus, mais je connaissais pas par cœur, ou j'ai pas fait de recherche approfondie. En ce sens, je me suis présenté comme un lecteur amateur au sens propre du terme. J'aime vos livres. Voilà. Mais je ne dis pas que je les connais parfaitement ou que je les aime comme ils méritent d'être aimés. Et c'est là où, en fait, pour vous répondre, pour moi, c'est la notion de rencontre. Voilà. Si c'était une biographie, je veux faire la biographie, comme on a des biographies très approfondies et passionnantes et intéressantes sur tel ou tel auteur. Il s'agit donc d'une démarche de recherche sur un objet.
là, c'était une rencontre. Voilà. Ce que je voulais, c'était ça. C'était qu'on entende notre rencontre et que ce soit que ça porte les caractéristiques d'une rencontre, c'est-à-dire elle est dans un temps particulier et on n'a pas le temps de tout dire. Voilà. Donc quand j'ai relu, je me suis dit j'aurais dû lui demander ça, j'aurais dû faire le lien avec tel livre, ça aurait été bien si je lui avais dit mais c'est comme dans ce passage, tu le redis. Et puis je me suis dit non, ce sera pour d'autres occasions. Je voulais aussi que ce soit effectivement c'est ça qu'on entende cette rencontre. Donc il y a le temps. Hier tu m'as dit ça, demain, voilà. Et je t'en ai déjà parlé. Donc il y a cette saveur-là qui était importante. Donc les entretiens sont chronologiques. Je les ai pas reconfigurés. Donc les paroles qui sont prononcées sont bien les paroles qui ont été prononcées dans le fil chronologique. Il n'y a pas eu de remontage. Voilà. Donc on a bien terminé par ces œuvres et donc c'est pour ça ils sont datés. Les entretiens de 2014, ceux de 2015, etc. Donc et ce qui porte le plus les stigmates de ça, c'est quand on fait la visite dans la bibliothèque. À cette époque-là, sa maladie le lui permettait. Donc qu'on marche dans la bibliothèque, qui monte à un moment donné justement à son étagère. Là, on entend véritablement la vie de l'entretien. Alors, c'était un extrait comme ça, mais moi je prends un peu au hasard. D'où viennent ces livres ? Quelques-uns, c'est ma mère. Elle tenait le goût de la lecture de son grand-père, le menuisier ébéniste que j'évoque dans Bastion sous le vent. La bibliothèque des ouvrages en italien s'est constituée peu à peu. Il y a le plaisir du livre-objet, il y a le plaisir de l'origine. Le plaisir de tenir dans une main légère et précautionneuse tant de belles pensées. Voilà, tu y es. Il y a beaucoup d'éclectisme là-dedans. On va enlever ce Bouddha, parce qu'il y a des tas de meubles aussi qui viennent de Thaïlande, il y a des Bouddhas, c'est une sorte de cabinet de curiosité. C'est une belle pièce et trônant au-dessus, dans son sommeil, un autre Bouddha allongé. C'est vrai, il y a aussi tout un ensemble d'objets, de statues qui s'accordent avec les livres. Une forêt bruissante de pensées. Autre exemple de réécriture de ma parole. C'est un bric-à-brac de choses curieuses. Il cannocchiale et aristotelico, sur des blasons. J'en ai un beau là. Celui que tu as sur le meuble Napoléon III, c'est un Bouddha d'Ayutthaya, de la capitale Ayutthaya de l'ancien royaume du Siam. Là, je prends. Les soirées de Saint-Pétersbourg, du comte de Maistre. J'ai toute l'œuvre. Alors viens voir. Là, tu as une partie de ce que j'ai du XVIIIe. Tiens, tu as par exemple les chants populaires de Tommaseo. Je vois que tu les as travaillés. Beaucoup de marque-pages. Cantico Orsi. Oui, 1841, Venezia. San Piero d'Ornano. Toute la série des lettres juives. Je ne sais pas combien de tomes, 7 ou 8. Tu connais ça, les lettres juives ? Donc je lis le titre. Lettres juives ou correspondances philosophiques, historiques et critiques d'un juif voyageur en différents états de l'Europe et ses correspondants en divers endroits. Nouvelle édition. Ici, beaucoup de choses. L'histoire de Théodore de Neuhoff. Tu as des auteurs italiens aussi, là je vois. Carlo Rosselli Cecconi. Oui, ça il faut le ranger, il n'est pas à sa place. Risposta a un libello famoso intitolato di Zingano. Donc ça, c'est le Génois qui répond en 1737. Là, qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air d'être un petit livre de rien, et c'est peut-être un livre. Le di Zingano, le voilà. C'est moi qui l'avais couvert. Alors tu vois, le problème, c'est qu'il aurait fallu un appartement entier, une grande bibliothèque, parce que au garage, il y en a 2 fois plus encore. Voilà. Donc ça a été l'entretien le plus plaisant pour moi. Vraiment. Si on avait pu continuer toute la journée et aller à la cave et continuer, c'était une vraie caverne d'Ali Baba, c'est que des trésors. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est que c'était une autre façon de faire le portrait de Marie-Jean, en fait. C'est-à-dire la disposition même de la bibliothèque, les fenêtres qui ouvrent vers l'est avec les îles, avec Elbe, Capra, il y a Monte Cristo, tout ça. Et puis la façon dont la lumière rentre, la disposition des meubles. Voilà, c'est lui. Ce lieu, ça lui ressemble. Et donc, le fait de s'y promener avec lui et qu'il décide de ce qu'on allait voir ou pas, bon là. Et donc, on évoque un certain nombre d'autres ouvrages qui ne sont pas forcément dans le livre, mais c'est sublime. C'est vraiment fantastique quand on s'intéresse comme ça
aux livres et qu'on aime les livres, tous les livres, c'est tellement plaisant de découvrir des livres qui sont très anciens, qui ont une histoire, qui ont été manipulés, qui ont subi des lectures, justement. Et voilà, donc c'était pour illustrer hein, ce caractère vivant. Et donc voilà, c'est ça. Donc moi j'ai une question en fait pour vous, hein, c'est pour compléter ma présentation de l'ouvrage. Ça fait quelque temps que d'une façon ou d'une autre, j'ai produit des petites formes ou des formes autour du commentaire littéraire. J'ai tenu un blog entre 2009 et 2013 essentiellement, qui s'appelle toujours, puisqu'il est toujours accessible, mais pour une littérature corse, et qui a donné lieu à une publication chez Albian sous le titre de Éloge de la littérature corse en 2010, où on a publié les 61 premiers billets et les commentaires qui allaient avec. Et donc moi je voulais en faire un lieu de partage justement, ouvert aux lecteurs en fait. Hein. C'était réservé aux lecteurs, pas aux auteurs. Et avec l'idée d'essayer de nous dire les uns aux autres comment précisément on a lu. Pas forcément de faire de la critique littéraire en règle, comme on est en droit d'en attendre, mais de simplement... ça a à voir aussi avec la révélation de l'intime, hein, parce que très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand on se parle d'un ouvrage ou d'un film qu'on a vu ou de quoi que ce soit, forcément, entre nous deux, il va y avoir qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'il faudra que je dise, qui soit vraiment compréhensible. Et donc, c'est très compliqué hein, de révéler vraiment intimement que le livre nous est tombé des mains ou que c'est cette page-là qui nous a bouleversés alors que l'autre n'y a pas fait attention. Et parce qu'on a l'impression justement qu'il n'y a plus de partage. Alors que pour moi, je pense que c'est là que le partage commence. Et donc, depuis que j'écris un certain nombre de choses, je me suis rendu compte que finalement, ce qui me hantait, c'était le plaisir du commentaire, le plaisir de revenir dessus. Et pour ce qui est de la littérature corse en particulier, dans quelle mesure je peux participer à essayer de mettre en place les conditions d'un véritable échange entre lecteurs pour que la littérature vive. Pour le dire rapidement, pour moi, ça c'est un livre et ça se range sur un rayon et ça fait une bibliothèque. Mais une bibliothèque, c'est pas une littérature. Une littérature, pour moi, c'est lorsque le livre est lu et qu'il se passe quelque chose et que je le dis à quelqu'un. Et c'est dans l'échange que je vais avoir, parce que si je me parle tout seul dans ma salle de bain, bon, ça a pu m'arriver, mais c'est pas très productif. Et pour moi, la littérature, alors bon, des fois on m'a critiqué un petit peu sur le blog pour ça, parce que j'avais tendance à essayer de proposer des définitions un peu provocatrices, histoire d'eux. Bon, et pour moi, la littérature, elle est là. Elle est dans ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire de se parler, d'échanger. Elle n'est pas du tout dans les pages. Ça, c'est le support de la littérature. Pour moi, une littérature, c'est les configurations, pour reprendre un triptyque d'un critique d'art, c'est les fables, les formes, les figures, qui sont dans nos imaginaires. Et on en a tous, et on est tous tissés et entretissés de ces fables, de ces formes et de ces figures. Et pour moi, ça a de l'intérêt si justement, à un moment donné, on arrive à les entretisser entre nous, plutôt que de rester simplement soi-même dans son monde. Ce qu'on a tous tendance à faire, moi le premier. Hein. Donc voilà. Ce qui me semblait intéressant, c'est qu'avec cet ouvrage-là, on croisait deux parcours littéraires, celui de Marie-Jean et le mien. Celui de Marie-Jean avec toute cette veine autobiographique, et c'était une nouvelle forme, les entretiens, plus le petit journal, pour poursuivre le travail autobiographique qu'il avait commencé avec des textes qui étaient plus ou moins fictionnels, Bastion sous le vent, La veuve de l'écrivain, et pour moi, une nouvelle forme de commentaire, une nouvelle forme de revenir sur quelque chose et le partager. Voilà. Avec l'idée aussi que on crée une forme hein, qui elle-même peut devenir objet de lecture, etc. Hein, puisque le blog et les billets du blog, pour moi, ont été l'occasion aussi
d'essayer différents styles ou différents. J'ai un des billets du blog, c'est un dialogue que j'ai avec moi-même. Parce qu'à un moment donné, plus personne ne voulait vraiment me parler. Donc je me suis dit, ben, je vais me poser quelques questions. Et donc je me suis posé des questions très critiques et très bienvenues. Voilà. Mais voilà, donc excusez-moi, je suis un petit peu long pour développer ça, parce que je profite de l'occasion qui m'est gentiment donnée pour évoquer ce livre, pour évoquer aussi l'enjeu auquel, selon moi, il devrait essayer de participer. Voilà. Et cet enjeu, c'est une vraie littérature corse. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de vous lire un petit poème. C'est un poème qui est publié dans le dernier recueil de Marie-Jean, qui s'appelle « Une larme bouleverse la nuit ». Et je l'ai choisi, je suis tombé dessus. Pour moi, plus les poèmes sont apparemment simples, et plus ils me charment. Donc, et je l'ai mis à la fin de la postface. J'ai perdu mon plus beau poème, transcrit sous la dictée de l'ange. Il avait chanté tout le jour dans ma tête. Le soleil et le vent l'ont effacé. Sur la page blanche, tremble un scarabée d'or et de deuil. J'ai oublié mon plus beau poème. Et j'en ai beaucoup de peine. Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, j'en dis rien, mais si vous voulez, on peut en parler. Voilà. Mais donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui n'ont jamais entendu parler de Marie-Jean Vinciguer? Si c'est le cas, c'est bien de lever la main, parce que ça m'intéresse. Et parmi ceux qui en avaient connaissance, est-ce que vous l'avez déjà lu ou pas? Non? Ou c'est complètement nouveau? C'est complètement nouveau. Bon, super. Je suis ravi donc, de pouvoir vous le présenter de cette façon-là. Moi-même, je ne connais pas du tout toute la littérature corse, loin de là. Hein. Vous pouvez demander à de vrais spécialistes comme Jacques Thiers. Mais ce qui me semble important, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on puisse évoquer ce qu'on connaît les uns les autres. Donc moi, à un moment donné, j'ai rencontré Marie-Jean, de même que j'ai rencontré Jacques Thiers, dans les années 90, parce que j'étais un jeune lecteur. J'ai fait ma formation, ma scolarité à Ajaccio, et puis après un an à Bastia. Et je me rappelle très bien, j'ai demandé à mon père de me descendre, faire rencontrer ces auteurs qui étaient des dieux pour moi. Voilà. Jacques Thiers, Jacques Fouzine, Marie-Jean Vinciguer, d'autres, Jean-Marie Arrigui, qui était mon professeur de latin au lycée Fesch. Je me rappelle, il y avait le salon du livre corse sur la place des Palmiers à Ajaccio. Tous les ans, 2 fois par l'été. Et j'étais jeune, mais j'étais pas quand même trop jeune, donc j'étais capable de boire un verre d'alcool, et j'étais obligé de prendre un verre d'alcool fort pour oser aller adresser la parole à ces écrivains, parce que j'étais terrifié et je me sentais tellement petit à côté, simplement avoir le courage de dire vraiment j'adore ce que vous faites. Et donc voilà, je ne sais plus pourquoi je parle de ça, mais en fait c'est pour vous dire à quel point ce que j'aimerais, c'est que les jeunes générations se disent qu'elles ont toute leur place, et qu'il y a une matière passée qui est vraiment intéressante. Il faut se plonger dedans, et qu'il faut mêler avec nos goûts personnels d'aujourd'hui. Voilà. Je ne considère pas du tout l'œuvre de Marie-Jean comme devant faire l'objet d'un culte quelconque. Ce sont encore une fois des rencontres. Voilà. Et ça fonctionne ou pas. Je connais des gens qui ne fonctionnent pas avec. Je connais quelqu'un qui a lu cet ouvrage et qui l'a abandonné au bout de 50 pages, qu'il a trouvé complaisant, justement, qui a trouvé la figure de Marie-Jean orgueilleuse, imbue d'elle-même. Voilà. Moi, je n'ai pas eu cette sensation-là, mais donc ça me semble très important qu'on puisse
évoquer tout ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec Marie-Jean sur le regard qu'il porte. Moi, donc, je ne me mêle pas. Hein, donc, lorsque son regard sur l'œuvre de Marco Biancarelli ou d'autres, etc. Donc, vous savez peut-être les tensions qu'il y a pu y avoir ou les critiques, etc. Donc, j'adore les romans de Marco Biancarelli, donc, et j'adore Marie-Jean Inchiguer. Donc, moi, je réconcilie toutes ces œuvres dans mon panthéon. Et donc, mais ça n'est qu'une configuration parmi d'autres. Voilà. Après, l'important, c'est qu'on puisse partager nos goûts et pas nos dégoûts quand même. Mais voilà. Alors, il va falloir conclure avec un certain regret, évidemment, parce qu'on voudrait le retenir ici. On espère le revoir pour d'autres événements, puisque ce n'est pas un document, mais un événement, c'est ce qu'on aura retenu. Moi, je crois effectivement qu'il y a un avenir pour un regard nouveau, non seulement pour la littérature qui fait l'objet de publications sous une forme, on va dire, traditionnelle, celle du livre, qui n'est jamais, comme tu le disais tout à l'heure, qu'un objet finalement, qui matérialise, mais qui peut-être aussi pétrifie à un moment donné, quelque chose qui est beaucoup plus vivant. Et je voudrais, pour conclure, indiquer qu'une des manières pour la littérature corse d'exister aujourd'hui, ce n'est pas seulement le livre, mais c'est aussi le blog. Et tu en sais quelque chose. Et le blog et la littérature des blogs est en train d'arriver, d'affleurer à une reconnaissance qu'elle n'a jamais eue. C'est pourquoi je vous invite tous, le moment venu, à faire connaître ce que vous lisez, ce que vous fréquentez, ce que vous consommez, voire ce que vous exprimez vous-même à travers une forme qui est beaucoup plus moderne et qui est beaucoup plus discrète malgré tout, puisque finalement, on a le sentiment que cette littérature, enfin du moins l'opinion courante, le sens commun, a le sentiment que cette littérature n'existe pas, puisqu'elle n'est pas arrivée jusqu'à cette sacralisation du livre. Enfin, si vous voulez, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on reportera cette matière-là, cette matière d'étude, de conversation, d'échange, à la fréquentation d'autres documents, mais aussi à la mise en place d'autres échanges. Merci en tout cas de t'être déplacé jusqu'à nous, avec plaisir. Et pour ce moment qui a été un véritable régal. Merci infiniment. Merci à vous. Ah, une question. Oui, donc vous êtes vraiment très enthousiaste quand vous nous parlez de votre livre. Et il y a une question que je me pose. Donc pour tout le monde, chacune de nos expériences personnelles nous apporte quelque chose, notamment la vôtre qui, vous avez dit, était longue sur plusieurs années, qui a forcément dû être éprouvante. Et en fait, je me demande tout simplement qu'est-ce que ce livre vous a apporté finalement d'un point de vue personnel entre le avant et le après en fait. Oui, alors c'est gentil de relever mon enthousiasme. Parfois, il me joue des tours, hein, parce que, comme je vous le disais, avec l'utilisation du blog, par moments, les échanges ont été un peu virulents, parce que j'acceptais pas mal de propos critiques de la part de différents lecteurs, et puis ça pouvait blesser, ça pouvait... c'est très délicat, hein, ces affaires, donc souvent je préfère manifester un enthousiasme, parce que comme ça on se dit, bon, il y a un petit grain de folie, c'est pas grave. Mais pour revenir à votre question, je vous remercie. Effectivement, moi, j'ai pas publié grand-chose, mais chaque publication a été un avant et un après. Hein, je reviens sur la notion de singularité.
à chaque fois que j'ai essayé de produire quelque chose, que ce soit les billets du blog ou d'autres types d'ouvrages, j'ai essayé de produire une forme différente de la précédente, totalement différente, même si, comme je vous le disais, j'ai eu l'impression, en faisant un petit retour rétrospectif, que finalement le fil conducteur, c'était cet amour du commentaire, hein, cet amour-là du partage. Et donc, j'avais vraiment en tête, effectivement, de produire quelque chose qui soit un peu singulier, qui soit un peu unique. Voilà. Et est-ce qu'il y a un après ? Oui, il y a un après. Ça a approfondi terriblement ma relation avec Marie-Jean Etchegoyer, donc, et cette amitié. Donc ça, c'est sûr. Depuis qu'on a commencé à parler de cette façon-là, ça a changé nos relations. Et d'un point de vue personnel ou littéraire, cet ouvrage-là représente... dans mon esprit, pour moi, c'était le dernier ouvrage que je consacrais à la littérature corse. Voilà, parce que c'était à un moment donné de ma vie où, après l'expérience du blog, qui a pu être très contrastée, et la publication d'un roman par la suite, il y avait eu une sorte de fatigue chez moi. Donc, de fatigue par rapport à la Corse et à la littérature corse en particulier. Et donc, à un moment donné, je me suis dit qu'on n'allait pas le faire, ce livre. Voilà. Et que ça prenait trop de temps et que finalement, c'était peut-être pas si important que ça. Voilà. Donc, il y a une espèce de creux de la vague. Et puis, c'est remonté, et notamment grâce à la persévérance de Marie-Jean, hein, parce que il manifeste face à l'adversité, tout type d'adversité, donc une grande persévérance, une grande constance. Ça m'a redonné du courage à moi aussi. Et puis ensuite, Bernard Biancaré, des éditions Albiane, Jacques Thiers pour le CCU, tout ça, ça fait des petites fées qui se sont posées dessus et qui tout d'un coup lui donnent une forme. Alors évidemment, moi, il ne correspond pas du tout à la forme que j'avais en tête au départ. Hein, je voulais, à un moment donné, qu'on voit le buisson ardent, je voulais, etc. Marie-Jean m'a dit, oh, ça fait un peu bondieuserie quand même, on ne va pas trop aller dans le sens de... Puis c'est un peu prétentieux quand même de me représenter en Moïse et tout ça. Et donc j'en ai convenu. Et puis finalement, on voit la ligne éditoriale, la charte éditoriale de la collection, Isole Literarie, réutilise souvent des éléments symboliques de la culture corse, pour le coup, je ne sais plus quelle église. Et on voit un personnage qui est en train de se pencher vers son pied, comme ça. C'est assez mystérieux comme image. En fait, ça renvoie à alors, il faut être un peu versé là-dedans, donc à l'épine que saint Paul utilise comme métaphore. Il faut enlever l'épine du pied. Et donc, ça renvoie à des notions spirituelles, religieuses. Mais à un moment donné, c'était un autre passage qui me semblait intéressant, c'est quand je lui demande son expérience maçonnique. Donc, il est au Grand Orient de France, et il a écrit un ouvrage sur Garibaldi. Vous voyez, Giuseppe Garibaldi, donc, qui était franc-maçon, et donc il a écrit un ouvrage sur Garibaldi. Donc je lui pose la question. Dans ce cadre maçonnique, as-tu fait des rencontres intéressantes à l'étranger ? Oui. Invité à Montevideo, donc en Uruguay, par mon ami l'ambassadeur de France, j'ai été reçu dans la loge Garibaldi. Une représentation symbolique du travail de maçon sur lui-même m'a été offerte. La loge Garibaldi me fera la surprise de publier en espagnol ma thèse sur le héros des deux mondes. Je lui pose une question. Tu as accompagné la secrétaire d'État, puisqu'il en fait travaillait au cabinet de Michel Alliot-Marie à cette époque-là, dans une tournée diplomatique ? Oui, une tournée d'importance, une sorte de grand tour pour le ministre chargé d'une mission particulière. Uruguay, Argentine, Mexique, Colombie, Cuba. Et donc là, je vois cette petite statue qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qui a été choisie. Bon, je pense que Valérie Biancaré a bien travaillé. Je dis, curieuse représentation que cette statue qui t'a été offerte. Il est en train de frapper, il a un marteau. Donc, moi, je ne connais pas, donc je me trompe. Il se construit, me répond-il. Ah oui, alors là, je reviens donc, avec une référence que j'ai en tête. Oui, ça m'a fait penser à l'esclave de Michel-Ange qui essaie de sortir du marbre. Mais et là, il me coupe, il se construit avec le marteau et le ciseau. J'ai dit, on dirait qu'il est en train de se planter un clou dans le genou.
Donc je suis quand même assez profond dans mon erreur. En fait, c'est la représentation symbolique, me dit-il, de la construction du temple intérieur, la construction de soi, avec l'aide fraternelle de la loge. Voilà. Donc, ce qui était important pour moi, c'était que, pour moi, ça, si on parle d'avant et après, votre question porte là-dessus, oui, ça m'a réconcilié avec la Corse, après ce creux, et ça m'a réconcilié avec le travail que j'avais engagé donc, depuis les années 90 de commentaires autour de la littérature corse. Et ça, je le dois à Marie-Jean. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a un avant, il y a un après. Maintenant, ça m'a un peu libéré aussi. Je suis content de l'avoir fait, d'y être parvenu, parce qu'on a vraiment cru ne pas y arriver. Et maintenant, j'ai 2 autres projets en cours que j'ai commencé il y a déjà quelques temps, qui n'ont rien à voir avec la Corse, mais où évidemment la Corse sera présente. Parce que j'aime beaucoup le travail justement autobiographique. Et c'est plutôt un commentaire donc, du premier Rocky avec Sylvester Stallone et une évocation d'une tournée d'un musicien de jazz, Charles Mingus, dans les années 60 en Europe. Donc, vous voyez, c'est des sujets qui, a priori, n'ont plus rien à voir. Mais évidemment, je m'interroge sur pourquoi j'aime tellement ces œuvres-là. Et ça a à voir avec la culture corse aussi, dans le sens où, voilà, on a besoin de liens. Voilà. Pour moi, la culture corse, et d'ailleurs l'exemple de Marie-Jean est intéressant pour ça, puisqu'il a traversé le monde entier. Elle est totalement connectée. Je rejoins Ange Paumonti dans les dernières pages de son livre, totalement et définitivement connectée au monde le plus contemporain, et on n'a plus besoin de personne. Voilà, on n'a plus besoin de tuteurs ou de modèles. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Édouard Glissant, le Martiniquais, qui est décédé il y a quelques années. J'ai eu la chance de le croiser une fois. Et parlant du cas martiniquais, il estime que les petits pays, je pense que la Corse était dans ce cas-là, les petits pays dits dominés culturellement, voilà, où les institutions n'ont pas pu, etc., je ne rentre pas dans les détails, ont été obligés, à partir du moment où ils ont accédé à la conscience d'eux-mêmes et où ils ont pris leur destin en main, pour lui, ont été obligés à ce qu'il appelle l'irruption dans la modernité. Et selon lui, ça exigeait un double travail qui pouvait paraître contradictoire, de sacralisation et de désacralisation. C'est-à-dire, en même temps, il fallait pouvoir dire j'adore ma culture et je m'en détache et je la brise, je la remodèle comme je le veux, comme je l'entends, parce que je suis un individu libre. Voilà. Et cette irruption de la modernité, pour moi, elle est complètement accomplie, et j'ai l'impression, avec cet ouvrage, d'avoir enfin accédé à ça. Ouais. Pour corroborer la question, et ça sera certainement la dernière question, l'avant, l'après et le pendant, est-ce que la maladie de Marie-Jean Unchiguer a impacté, ou d'une quelconque façon, la relation d'entretien ? Alors, les entretiens, c'est 2014-2015. À ce moment-là, elle n'est pas invalidante comme elle l'est aujourd'hui. Il évoque justement le fait qu'il prépare quelque chose là-dessus, qu'il a envie de s'atteler à l'évocation de la maladie. Il a lu d'autres ouvrages, d'autres auteurs qui ont été frappés par le Parkinson, et donc il voulait aussi produire quelque chose comme ça, parce que ce qui est très important dans son parcours biographique et dans son œuvre, c'est en lien avec Piero della Francesca, c'est les leçons de François d'Assise et de la place de la souffrance dans nos vies, et de l'importance de ce que la souffrance nous apprend sur nous-mêmes. Rien ne m'appartient, dit-il, il n'y a que la souffrance qui nous soit propre. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, il était important, et là, encore une fois, il ne s'agit pas de complaisance, il ne s'agit pas de dire « ah, je souffre » ou des choses comme ça. Il s'agit de dire « qu'est-ce que j'apprends sur moi ?» par l'épreuve de la souffrance et de la maladie. Et donc, oui, je pense qu'effectivement, alors, c'est complètement réalisé par le fait qu'il y a ce petit texte à la fin, qu'il y a ce journal interrompu, qui se termine par une phrase de volonté,
Voilà. Mais qui reprend les motifs qu'il y a dans les entretiens avec une tension, une violence, parfois un désespoir et une révolte qui sont à peine évoqués en filigrane dans les entretiens. Voilà. Donc effectivement, il y a aussi, encore une fois, cette inscription dans le temps du travail dont porte témoignage cet ouvrage. Merci. Temos la pena